Listen only mode. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché, préparation de semaine, séance européenne pardon, du lundi 12 juin 2017. Alors bonjour à vous François, bonjour Brigitte, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Alors comme vous le savez tous, on commence par l'avertissement à gage sur risque avant d'entamer ce point de marché. Trader de Forex et où les CFD impliquent un niveau de risque élevé ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super votre dépôt. DLFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions contenues dans cette documentation. Alors, petit résumé de la séance européenne. Alors, on a le yen qui a légèrement progressé, le gold à l'inverse qui a légèrement reculé, les indices qui a reculé également. C'est plutôt une journée d'aversion pour le risque qui se profile. Néanmoins, on n'a pas eu le gold qui a progressé, donc voilà, c'est seulement une prise de bénéfice sur les indices qu'il y a eu, on va dire, aujourd'hui. Très peu d'annonces, il y a quasiment pas d'annonces aujourd'hui, à part à 20 h déclaration budgétaire mensuelle aux États-Unis, mais à part cela, il n'y a rien de prévu. Voilà. Commande de machine, c'est pas quelque chose de très surveillé, mais bon, au Japon, on a eu un petit recul, mais voilà, globalement, c'est pas quelque chose qui est très surveillé. Alors, on passe directement sur la plateforme. Euh, on commence par les paires majeures. On va déjà regarder pardon, ce qui s'est passé en séance asiatique un peu plus précisément. Hang Seng Index, vous voyez, qui recule, il fait son pullback sur sa résistance mensuelle qui est à 25 653 points. Peut-être ensuite un rebond dessus, ça coïncidera avec la moyenne mobile à 20 jours. Le RSI qui est encore loin de 50, donc encore loin d'une zone, on va dire, de rebond. Donc voilà, on attend de voir. Shanghai Composite, pareil, comme vous pouvez le voir, c'est en recul. Bon, concrètement, on n'a pas d'indicateur pour payer le Shanghai, enfin l'indice à ce niveau de prix. À la rigueur, attendre un retour sur les 3117 points, ça coïnciderait probablement avec les 50 du RSI. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. Donc, et ensuite, ce serait potentiellement une bonne opportunité pour passer à l'achat. Surtout que sur du long terme, les indices asiatiques sont plutôt bons. Si on regarde par exemple depuis le début de l'année, year to date, alors, on regarde le year to date, on met le Dow Jones, alors, Dow Jones, et on va mettre un Eurostox pour un équivalent. Alors, hop, voilà, Hang Seng Composite, il fait 10%, il fait quasiment aussi bien que les autres indices. On peut également voir qu'ils sont pas corrélés de la même façon, à part cette période-là où c'était du 20 mars au 20 avril. Donc il semblerait que c'est dans cette période électorale des élections françaises, tous les indices de toutes les comment dire. Ah, il n'y a pas d'image. Excusez-moi. Alors, excusez-moi. Normalement, vous devriez voir l'image. Oui, c'est parfait. Merci François, je n'avais pas vu vos messages plus tôt. Alors, donc, je reviens sur le Hang Seng Index. Comme vous pouvez le voir, il y a une zone de corrélation qui est quasiment parfaite hein, entre l'indice Eurostox 50, l'indice Dow Jones et l'indice asiatique Hang Seng Index. On peut voir que cette période qui a duré un mois, qui était tout simplement les élections présidentielles françaises, il y a eu une bonne corrélation et depuis, c'est haussier. Le Dow qui a un peu plus de mal, mais comme on peut le voir, on a l'Eurostox et l'Hang Seng qui portent les indices mondiaux vers le haut. Le Nikkei. Alors le Nikkei, on va enlever cela. Bon, alors le Nikkei repasse sur la barre des 20 000 points. En hebdomadaire, on a clôturé en dessous, donc c'est clairement euh, dans la semaine, ça va être compliqué, je pense, de revenir atteindre les plus hauts. Néanmoins, vous pouvez voir que pendant la séance asiatique, les marchés ont payé la moyenne mobile à 20 jours et ont payé ce niveau de support du RSI. Voilà, donc vous pouvez également faire du chartisme hein, sur le RSI, tracer des niveaux de support de résistance, c'est efficace. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à tracer des niveaux où le RSI a l'habitude de rebondir. On peut également tracer, comme vous pouvez le voir ici, on avait un triangle. Voilà. Ensuite, on a une cassure, un nouveau momentum, et voilà.
Et là, on a une consolidation pareil. C'est même quasiment une belle divergence, mais on n'a pas eu la cassure de 50, donc on n'a pas de validation pour le moment. Voilà. Donc en conclusion, vous pouvez faire vraiment de l'analyse technique sur vos indicateurs. Alors donc on passe sur les paires majeures, euro-doll, l'euro-dollar, donc il progresse. Moi ce que j'attends sur l'euro-dollar, c'est vraiment d'avoir un gros chandelier haussier comme celui-ci. Concrètement, la configuration qu'on a, c'est la même que ce qu'on avait au mois de avril-mai. C'est-à-dire qu'on avait une divergence baissière qui n'était pas encore validée. Vous voyez ici on avait des points hauts de plus en plus hauts, le RSI qui marquait des points hauts de plus en plus bas, donc l'indicateur, le prix qui divergeait. Pas de validation parce que le RSI n'avait pas cassé 50. On a eu le rebond près de la zone de neutralité, ce qui s'est concrétisé par une hausse du momentum sur l'euro-dollar, un beau chandelier haussier. Et c'est exactement ce même scénario, excusez-moi, c'est exactement ce même scénario que j'attends ici. Donc là, on a eu un beau chandelier baissier, comme vous pouvez le voir. Une belle tendance baissière, rebond sur le support mensuel des 1,1167. Alors ce support là, je ne l'ai pas tracé après le rebond, je l'ai tracé avant, donc vous pouvez voir que les supports mensuels sont vraiment très efficaces parce que c'est quasiment en pips près. Et donc maintenant, ce que j'attends, c'est vraiment un beau chandelier haussier qui serait synonyme de retour des acheteurs vraiment de l'euro, ce qui porterait l'euro-dollar ensuite sur les 1,14. Voilà, donc on attend ce fameux chandelier. Pour les plus agressifs, pourquoi pas le payer maintenant, étant donné qu'on a ce petit rebond. Après, ça peut autant être un rebond qu'un faux signal. Donc voilà, soyez prudents. En H4, on peut voir que quand même l'euro a le dessus depuis la séance américaine de vendredi. On a une petite divergence haussière en H4 vendredi. En H1, on avait également une divergence haussière. Le RSI 50, donc voilà, à très court terme, c'est haussier. Pour du daily, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour payer sur du moyen long terme. Mais voilà, en intraday, l'euro est fort, le dollar US il est plutôt faible. On regarde le DXY, mais regardez, voilà, le DXY vendredi il a bien reculé. En intraday, bon, il rebondit, mais concrètement, il n'y a pas vraiment de facteurs qui soutiennent le dollar à part bien évidemment la spéculation du marché quant à une hausse des taux de la Fed. La hausse des taux de la Fed qui avait redescendu depuis 2 semaines a réaugmenté en fin de semaine dernière. Donc elle est repassée au-dessus des 90% pour une hausse des taux de la Fed, donc ce qui est bénéfique pour le dollar US. Néanmoins, qu'il y ait une hausse des taux ou pas, je maintiens mon scénario que le marché devrait être déçu. J'espère. Écoutez, pour limiter la casse, je pense qu'il faudrait que la Fed hausse ses taux. Au moins, elle décevra moins le marché que si elle ne le fait pas. Pourquoi elle décevra le marché dans tous les cas? Tout simplement parce que la conjoncture économique actuelle, eh bien, elle est moins bonne que ce que prévoyait le consensus. Le marché qui tablait à la base pour 3-4 hausses des taux cette année se contentera probablement de seulement 3. L'inflation qui est un petit peu moins bonne que ce que prévoit le consensus, la croissance qui reste bonne, le taux de chômage qui reste bon, mais voilà, c'est l'inflation qui est mise entre guillemets depuis ce dernier mois, 2 derniers mois, et qui pénalise un petit peu, qui remet en cause la politique, le cycle haussier d'hausse des taux de la Fed. Donc voilà, moi personnellement, pour le 14 juin, pour mercredi, j'ai pas forcément un scénario haussier. Dans le meilleur des cas, ça sera neutre, mais sinon, ce sera poursuite de la baisse et direction les 95-42. Voilà. Après, c'est la pure spéculation. Voilà, c'est vraiment une spéculation que j'attends, mais bon, ça reste de la spéculation. L'eurodoll, du coup, je suis clairement haussier. De toute façon, la zone euro, je ne cesse de le dire que la zone euro est vraiment une zone attractive ces derniers temps, surtout depuis le début de l'année. L'eurodoll, qui est l'une des paires de devises parmi les 48 paires de Forex, qui fait la meilleure performance avec l'euro, avec l'AUD. Donc l'euro et l'AUD sont les deux devises depuis le début de l'année qui font les meilleures performances. L'euro-dollar, l'euro-yen, l'euro-CAD, très très bonne tendance haussière. Et pareil, AUD-USD, AUD-Yen, AUD-CAD, très très bonne tendance haussière. Donc si vous voulez des tendances haussières sur du moyen long terme, c'est achat euro, achat UD, vente USD, vente yen et vente CAD. Voilà.
Donc c'est ça qu'il faut s'intéresser. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter de l'AUD en intraday? La semaine dernière, on avait vraiment une belle tendance sur l'AUD, on a eu des bons scénarios là-dessus honnêtement, mais voilà, regardez, on regarde l'euro AUD, donc ça va nous donner une tendance, et là on peut voir qu'on a une bougie verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro domine face à l'AUD. Donc c'est pas l'AUD aujourd'hui qui va être le plus intéressant. L'AUD USD, pourquoi pas, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie d'acheter l'euro, pourquoi pas, mais bon, honnêtement, je pense que l'euro est une devise assez bonne, surtout depuis le début de l'année, comme je vous l'ai dit. Mais bon, que ce soit euro AUD, enfin concrètement que ce soit euro-dollar pour du moyen long terme, que ce soit achat euro-dollar ou achat AUD USD, concrètement on arrive sur une bonne performance, les deux sur une performance quasiment équivalente. Donc après c'est à vous de voir, c'est selon vos préférences, AUD USD, regardez, on va comparer AUD USD avec euro USD. Alors, voilà, donc l'AUD USD il fait 4,77, l'euro-doll 7, bon, quasiment le double, mais bon, on arrive quand même à des... même l'euro est en fait beaucoup plus fort que l'AUD. Si on regarde depuis le début de l'année, on a euro AUD, l'euro AUD qui est haussier depuis le début de l'année et qui donc il montre que l'euro superforme vis-à-vis de dollar australien. On peut même mettre l'euro GBP superforme vis-à-vis de la livre. Vous voyez, 3,78%. On peut regarder également l'euro NZD, 3,80%. On a quoi d'autre comme devise forte? L'euro s'achève, pourquoi pas? Euro s'achève 1,79. Donc voilà, concrètement, euh, l'euro est bullish face à toutes les paires majeures. L'euro CAD, j'en parle pas, parce que le CAD, avec le pétrole, eh bien, c'est quasiment bon, effondré, enfin pas effondré, mais il a bien chuté. Et regardez la corrélation qu'il y a entre l'euro dollar et l'euro CAD. Elle est vraiment très intéressante. Euh, alors de toute façon, je ferai un webinaire éducatif à la rentrée par rapport à ces corrélations. Mais là, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, ce qu'on peut retenir, c'est de ne pas acheter l'euro CAD et l'euro USD pour se diversifier. Parce que concrètement, c'est assez bien corrélé. Je ne pensais pas autant d'ailleurs, mais bon. On continue sur le point de marché. Alors, GBP USD. GBP USD, le GBP tient assez bien. Regardez le GBP qui affiche quand même un chandelier vert. Donc ça montre que le GBP rebondit en intraday. Maintenant, bon, moi je m'abstiendrai d'acheter le GBP étant donné qu'avec ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est-à-dire que Theresa May, il y a eu deux des dirigeants du parti qui a quitté le parti ce week-end, de tête du parti même. Theresa May qui doit trouver un accord avec le parti irlandais national, SNB, pardon, pour avoir une majorité au Parlement. Donc voilà, rien n'est sûr. En plus de cela, on a normalement les négociations avec le Brésil qui commencent le 19 juin. Donc honnêtement, payer la livre, je ne pense pas que ce soit quelque chose vraiment de très très sûr en tant qu'investisseur. Après, en tant que spéculateur, pourquoi pas. Maintenant, si je devais m'orienter entre le GBP-USD et l'euro GBP, personnellement, je choisirais l'euro GBP. J'achèterais l'euro, je vendrais le GBP. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un rebond depuis un mois, enfin le 10 mai, donc ça fait un mois. On a un rebond du cours euro GBP, l'euro GBP qui en un mois a retracé 50% de sa tendance baissière qui a duré 2 mois. On casse ce triangle-là, on retrace 50%. Maintenant, prochain objectif, c'est 0,8873. Voilà. Donc là, personnellement, j'attends une petite consolidation, de latéralisation. Ça peut durer une semaine comme un mois, autour de ce niveau de prix. Et ensuite, ça sera un rebond, je pense, sur les 0,8877. Bonjour à vous, Pascal.
On continue sur l'USD Yen, je vais aller un peu plus vite. L'USD Yen, bon, on a vu l'USD qui rebondit à très court terme, le Yen également, mais qui ne suffit pas pour contrer la hausse du dollar US. Donc voilà, concrètement, on a ce dollar US qui arrive à rebondir sur de l'intraday. Et donc USD Yen 110,29. On a eu l'objectif qui a été atteint, 110,70. Je vous rappelle que quand on était vers ce niveau de prix, il me semble, je me souviens plus, c'était dans un de mes articles, je vérifierai, mais on était vers ce niveau de prix et l'objectif c'était 110,70. Ou alors c'était par là, après la capture des 100. Voilà. Et vous pouvez voir que le cours a parfaitement atteint ce niveau-là, a été rejeté et voilà, on a un rebond. Voilà. Donc on verra. On a quoi d'autre? La UD-USD. Bon bah la UD-USD c'est boule, hein. C'est boule depuis le début de l'année. On a un retracement à très court terme. Le dollar US qui, en fait, le dollar US, c'est ce qu'il faut comprendre. Regardez le DXY, il rebondit depuis le 7 juin. Et donc, forcément, l'euro-dollar, la UD-USD, NZD, en fait, toutes les paires majeures, ils retracent leur tendance qui était en place depuis le début du mois de mai. Voilà, donc si on avait des tendances haussières depuis le début du mois de mai, eh bien depuis le 7 juin, on a une petite tendance baissière. Parce que le dollar US avait pris le dessus et a fait pression sur toutes les paires majeures. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le début du rebond du DXY et est-ce qu'on va chercher les points hauts? Je ne pense pas. Il faut savoir que le DXY, bah, il est extrêmement, enfin, il est baissier depuis le début de l'année. Donc voilà, honnêtement, moi je maintiens un scénario baissier. Quand on regarde les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, eh bien, elles sont clairement orientées à la baisse. Regardez, 20-50 jours. On a un vrai momentum baissier. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir un rebond sur les 97-86. Mais bon, honnêtement, ça me semble peu probable. Après, on a une divergence quand même haussière sur le RSI. Mais tant qu'on n'a pas la question de 50, la divergence n'est pas validée. Donc voilà, pour de l'intraday, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'euro qui est fort, qui est plus fort que l'AUD. Donc, on va privilégier les positions à l'achat. Les devises faibles, on a du yen. Regardez l'USD yen. On revient, excusez-moi, dessus. L'USD yen, c'est un doji, donc USD et yen comment dire, qui sont équivalents. CHF yen haussier, donc le CHF qui est le dessus. Donc voilà, concrètement, euro-doll, euro-yen, euro-doll, euro-yen, c'est des bonnes paires de devises. L'euro-yen, à noter qu'on a en H4, on avait une divergence haussière ici, 50, qui est en train d'être testé. Donc voilà, c'est peut-être le moment clé pour se positionner sur l'euro-yen et viser les 124, 120, en fait 125. Hein. On retrouvera une première résistance à 124,52, mais l'objectif principal c'est 125. Voilà. Le yen qui est baissier, ça n'a nul besoin de vous le rappeler. Alors je voulais vous faire voir quelque chose. Donc euro-yen ou AUD-yen, hein, peu importe, concrètement sur du moyen long terme AUD-yen, l'achat AUD-yen se justifie pour viser eh bien, les 84-34 dans un premier temps. Le CAD, alors, l'USD CAD, comment est-il positionné? Alors, l'USD CAD, concrètement, il n'y a pas vraiment de tendance, étant donné que le dollar US est pénalisé. Le CAD, pénalisé par le pétrole. Donc, on n'a pas vraiment de scénario. Par contre, l'euro CAD qui revient à faire de l'euro USD, hein. On l'a vu ensemble. Ou je pense même de l'AUD CAD, peut-être. Non, l'AUD4 quand même, on le voit clairement que l'AUD est moins performant que l'euro. Hein. On le voit. Si on compare, donc là on a l'euro-CAD, l'euro-doll, l'AUD-CAD, et on va mettre l'AUD-USD. Et voilà, on peut clairement voir que l'AUD est quand même moins performant que l'euro-CAD depuis le début, que l'AUD est moins performant que l'euro depuis le début de l'année. Et sur un mois, alors on a l'euro USD, l'AUD USD, voilà, donc l'USD qui s'est beaucoup affaibli ce dernier mois. Et ensuite on retrouve les paires en CAD. Voilà, donc
sur une année, enfin depuis le début de l'année, ce qu'on peut conclure, enfin ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que l'euro est plus fort que l'AUD. Sur un mois, le dollar US est extrêmement faible, ce qui profite à l'euro et l'AUD. Voilà, voilà, concrètement, c'était la petite leçon du jour. Euh, donc, depuis le 1er janvier, on peut voir que l'achat euro-doll, c'est un achat euro-CAD. Voilà, donc à vous de choisir. Ne faites pas les deux si vous voulez vous diversifier. Si vous faites un achat euro-CAD et euro-USD, vous vous concentrez. C'est-à-dire que vous allez acheter 2 fois de l'euro et vendre 2 CAD de l'USD. Donc ça peut être pas mal. Au lieu, par exemple, d'acheter, au lieu de mettre, par exemple, je sais pas, un lot sur l'euro USD, vous pouvez faire un demi-lot sur l'euro USD et un demi-lot sur l'euro CAD. Pourquoi pas? Ça vous permet de vous protéger en intraday sur les petits bruits en fait qu'il y a. Par exemple, s'il y a une annonce économique au dollar US, il va pas forcément réagir sur le dollar canadien. Donc ça vous permet un petit peu de limiter l'impact des moyennes, on va dire des petites moyennes annonces économiques. Par contre, pour ce qui est des décisions des taux, etc., il peut avoir euh, comment dire, une corrélation, mais concrètement sur des petites comme des PMI, l'inflation, etc., sur des choses qui ne sont pas vraiment, qui n'impactent pas les autres pays, eh bien, ça va nous permettre de nous protéger. Donc, euro USD, euro CAD, ou alors AUD USD, AUD CAD, voilà, ou GBP USD, GBP CAD, on retrouve globalement les mêmes corrélations. Alors l'euro CAD, comme vous pouvez voir, c'est haussier. Alors pour regarder le CAD, pour essayer d'avoir une prévision du CAD, il faut tout simplement regarder le pétrole, parce que le CAD et le pétrole, ils sont corrélés positivement. Juste pour ceux qui ne le savent pas, là on a le canadien index, le dollar canadien index, donc qui représente la tendance du dollar CAD à l'état brut, c'est-à-dire sans autres devises comparées. On regarde le WTI, et voilà, on a une corrélation. On a une corrélation qui est, alors on va pas se mettre comme ça, on va se mettre ici. Voilà, vous voyez, on a une tendance baissière sur le CAD, on a une tendance baissière sur le pétrole, on a une tendance baissière sur le CAD, on a une tendance haussière sur le pétrole, on a une tendance haussière sur le CAD, vice versa. Donc voilà un petit peu pourquoi il faut regarder le pétrole quand vous tradez le CAD. Alors, on va regarder le CAD, on va regarder le pétrole pour savoir où va aller le CAD. Le pétrole, ça fait 3 jours qu'il y a des doji. Moi personnellement, je n'ai plus de sentiment baissier dessus. On arrive sur une zone où, selon moi, l'OPEP pourrait agir, c'est-à-dire décider de geler encore plus sa production maintenant, parce que le baril est arrivé sur les 45 dollars. 45, 43, on va dire que c'est la zone extrême, c'est-à-dire pour les gens les plus agressifs, ceux qui veulent vendre vraiment le pétrole jusqu'au bout, pour moi le bout c'est 43 dollars. Je pense vraiment pas que ça ira plus bas. Et je pense que 43 dollars, c'est vraiment une zone de prise de bénéfice où il faut couper les positions vendeuses. Donc voilà, pour les plus courageux, j'ai envie de dire, agressifs plutôt que courageux, vente jusqu'à 43 dollars, c'est vraiment la limite, hein. Moi personnellement, je ne touche plus le pétrole, je pense qu'il a fait son point bas. Ce n'est pas pour autant que je vais acheter. J'attends une divergence haussière ou voilà un signal baissier, mais pour le moment, nous en avons pas. Donc je préfère m'abstenir. Donc le CAD, concrètement, il est sur le niveau de support. Donc achat euro CAD, achat UD CAD, c'est pas forcément justifié aujourd'hui, maintenant. Surtout que si il rebondit, ça fera pression sur les paires en euros et en USD. Regardez, l'euro CAD, j'ai pas fait cet exercice, mais on va regarder l'impact du pétrole sur les paires en CAD. Enfin, on va faire juste AUD CAD et Euro CAD, étant donné que c'est les plus tendanciels depuis le début de l'année. Voilà, donc là on a l'Euro CAD et l'AUD CAD. L'AUD, je le mets en rouge. L'euro, donc AUD CAD en rouge. L'AUD CAD en rouge, excusez-moi, l'Euro CAD en bleu. Et maintenant, on va mettre le pétrole et on va voir en fait l'impact des impulsions haussières du pétrole sur l'euro ou l'AUD.
Alors, là, on a une baisse du pétrole, donc forcément ça profite. Donc on regarde que les impulsions haussières. Donc impulsion haussière du pétrole, vous voyez, on a l'EUD qui est mise à mal. L'euro également, mais peu. On va dire que c'est au début, dès qu'on a l'impulsion, ce qu'on peut constater, c'est que l'AUD et l'euro retracent. On regarde ici, impulsion pétrole, AUD, euro. Bon là, c'était pas des grosses impulsions. Impulsion ici, bon, on avait déjà l'euro qui était baissier. Concrètement, sur les deux dernières grosses impulsions haussières du pétrole, ça affaiblit l'euro et l'EUD. Donc, enfin le cours EuroCAD et AUD-CAD. Donc voilà, là le pétrole, je pense qu'il est sur niveau de support, donc la stratégie EuroCAD AUD-CAD, ça va pas forcément être la meilleure chose à faire. Je pense qu'il y a des meilleures opportunités comme l'euro USD, l'AUD USD, l'euro yen ou l'AUD yen. Voilà, ça c'est vraiment des paires intéressantes, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. On passe sur les indices boursiers. Alors le DAX qui a ouvert à la baisse, le CAC également. Donc comment dire, ça ne m'étonne pas dans le sens que les indices boursiers asiatiques sont baissiers. Donc forcément ça se transmet. Hein. Tous les marchés sont maintenant, les indices boursiers sont globalement quasiment tous corrélés. Hein. Donc voilà, quand on a des indices majeurs, on va retrouver les mêmes tendances d'indice en indice. Globalement, hein, je parle. Donc le DAX couvre à la baisse 12 771. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le DAX, c'est globalement l'indice qui a la meilleure, on va dire, santé au sein de l'Europe. En tout cas parmi le CAC et l'Eurostoxx, attention. Parmi le CAC et l'Eurostoxx, le DAX c'est celui qui a la meilleure tendance haussière. Parce que si on regarde le CAC, le DAX et l'Eurostoxx sur la semaine glissante, alors alors si peut-être l'Eurostoxx comme ça. Ok. Voilà, donc sur une semaine, 5 jours. Sur 5 jours de bourse, on a l'Eurostock. Ah bah l'Eurostock qui fait quand même aussi bien que le CAC, que le DAX. Mais bon, on peut voir quand même le CAC qui fait beaucoup moins bien. Donc globalement l'Eurostock et le DAX sont des indices qu'on va s'intéresser tout simplement parce que les indications passées ne présagent pas des indications futures, mais ça peut quand même nous donner des indications, des indices. Voilà, donc l'Eurostoxx et le DAX, moi ce que je constate c'est que c'est les plus performants, ils sont plus performants que le CAC sur une semaine glissante. Donc pour ceux qui préfèrent la tendance, eh bien c'est sur ces indices-là qu'on va s'intéresser. Voilà. Donc le DAX, là c'est en pullback. S'il doit revenir sur un niveau de support, je pense sera les 12 716 et ce sera un niveau de support intéressant pour passer à l'achat. Voilà. L'idéal, ça serait qu'il revienne sur sa trendline haussière, mais il ne l'a pas testé depuis son deuxième point. Donc en fait, techniquement, on peut pas considérer cette ligne tendance haussière comme valide parce qu'elle a que 2 points de contact. Et une droite, c'est au minimum 2 points. Donc avec un graphique qui contient quasiment une infinité de points, on peut tracer une infinité de lignes de droite. Si on prend que 2 points. Donc une ligne tendance, elle est concrètement valide à partir du troisième rebond. Et ensuite, on peut anticiper le quatrième. Mais une ligne tendance à 2 points, à part si c'est psychologique dans le sens où c'est une ligne tendance qui vient chercher les points bas depuis le début de l'année, là, il y a un impact quand même psychologique. Mais là, concrètement, c'est une tendance, cette sorte vous voyez, du 18 mai au 26 mai. Il n'y a pas vraiment de psychologie derrière cette ligne de tendance. Il n'y a pas forcément de plus bas depuis le début de l'année ou X raison. Donc, techniquement, d'un point de vue, juste technique, une ligne tendance est valide après le troisième rebond. Donc là, on n'a pas eu le troisième rebond, donc même si le cours revient, ça sera quand même risqué de payer cette ligne tendance. Donc bref, 12 716 points,
12 638 points. C'est les deux niveaux de support que je surveille. L'Eurostox. L'Eurostox, bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de tendance sur du H1, sur du horaire. On regarde le CAC et ensuite le FTSE. Le FTSE, on vient de voir, réagit bien à la hausse. Alors le CAC, il est moins performant que le DAX et l'Eurostox, mais il est sur support mensuel. Alors attention, on a plusieurs interprétations derrière ce support mensuel. Le support mensuel qui tient, et donc c'est très bien, parce qu'il est fort, il est fiable. Mais plus il est testé, et moins c'est signe que la tendance est haussière. Parce que c'est-à-dire que le cours rebondit pas durablement sur ce niveau-là. Et donc ça peut être une indication que le cours va casser. Alors maintenant, de quel côté voir, de quel camp voir ce support mensuel? Est-ce que c'est un signal vendeur ou est-ce que c'est un signal acheteur? Moi en tout cas, tant que les seuils, les indices européens sont orientés à la hausse, c'est-à-dire que le DAX, l'Eurostoxx évolue au-dessus de ce support mensuel qui correspond sur le DAX à ce niveau-là, 12 500, et sur l'Eurostoxx, c'est les 3 554 points. Tant que ces niveaux-là sont sauvegardés, on va dire, sur l'Eurostoxx et le DAX, eh bien le CAC est, comment dire, protégé d'une tendance baissière. Maintenant, si le DAX et l'Eurostoxx viennent casser leur support mensuel, forcément le CAC le cassera et ira chercher des points bas. Voilà. Donc pourquoi pas payer ce support mensuel tant que le support mensuel du DAX et de l'Eurostoxx tiennent. Tout simplement. Voilà, donc si j'avais des scénarios à donner sur le CAC et le DAX, personnellement je serais prudent étant donné que la science asiatique a été négative pour les indices boursiers, donc honnêtement je serais très prudent. On a eu un gap baissier, donc résistance au niveau du gap. Donc si je devais payer le CAC, je le paierais personnellement autour des 5259 et j'irai chercher en intraday pas plus haut que les 5286 points. Voilà. Mince. Alors, j'ai supprimé mon FTSE. Hop. Voilà, on va chercher le FTSE. FTSE haussier. Après, les législatives britanniques, ça ne me choque pas dans le sens que, eh bien, le FTSE qui profite probablement du Brexit, parce que le Royaume-Uni a accès au marché unique européen et à une devise qui s'est dépréciée de près de 20% face à l'euro. Donc forcément, les produits britanniques sont 20% moins chers qu'il y a 2-3 ans. Forcément, ils sont plus compétitifs, ils n'ont pas forcément besoin d'agir sur les normes sociales ou économiques ou fiscales pour devenir plus compétitifs. La monnaie a permis au Royaume-Uni d'être plus compétitif. Maintenant, c'est assez limité dans le sens que avec les négociations du Brexit, peut-être que dans 2 ans, lorsque le Brexit aura lieu, lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, eh bien peut-être qu'elle n'aura pas accès au marché unique européen et donc, eh bien cette baisse de devise n'aura plus n'aura plus vraiment d'intérêt. Ça compensera dans le sens que si elle n'a pas accès au marché unique européen et qu'elle se voit euh, avoir une taxe de 20% sur les produits qu'elle exporte, eh bien ce 20% de la devise, ça compensera un petit peu, pas totalement, mais ça compensera. Voilà, donc en tout cas ça aidera à compenser. Après, on peut imaginer que le Royaume-Uni baisse son taux d'imposition pour également baisser les charges et donc compenser ses frais de douane. Voilà, il y a un tas de choses que le Royaume-Uni pourrait faire pour compenser les frais de douane. Voilà. Pascal qui me dit, peux-tu nous parler du copper, du cuivre? Bien sûr. Alors je passe sur les excellentes transitions, je passe sur les matières premières. Donc le pétrole, on l'a fait, on est sur le niveau de support. Le gold, l'once d'or, alors il est sur le niveau de 50 du RSI. Regardez ici, moi 50, ça m'invite à me poser des questions pour le rebond. Donc, personnellement, le gold, moi je passe haussier sur le cours de l'or. On est à 38,2% de retracement de Fibonacci. On est également sur un support mensuel environ 1267, pardon. Le RSI qui est à 50 sur le 4 heures, il est à plat. On a peut-être une divergence qui se profile. Ici, on a une divergence en H1. Bref, c'est encore peut-être trop tôt. Peut-être attendre une journée,
qu'on a la divergence H4 qui apparaisse. Mais en tout cas, en H1, on a une divergence haussière qui n'est pas encore validée. En H4, on verra, hein, mais peut-être que demain, on aura une divergence haussière. Et en D1, en daily, on aura un chandelier bullish. Voilà. Donc pour ceux qui veulent le prix parfait, dans le cas où il y a un rebond, eh bien c'est maintenant. Maintenant, pour ceux qui veulent attendre des confirmations, comme je vous l'ai dit, les divergences, eh bien, on attend les divergences. Donc on attend demain, après-demain, on attend jusqu'à temps qu'il y a des divergences qui soient validées. On passe sur le copper. Alors le copper qui est le cuivre. Alors copper, cuivre, Chine, Australie. Voilà, je vous dis des actifs qui sont corrélés. Le copper, alors qui est bien haussier, étant donné que on a eu des bonnes statistiques chinoises la semaine dernière, donc enfin depuis une dizaine de jours, c'est haussier. Maintenant attention, en H4 on a une divergence baissière, regardez ici, belle divergence, tac, des points hauts de plus en plus haut, et ah non pardon, c'était pas une divergence, excusez-moi. J'ai cru voir une divergence, je sais pas comment je l'ai vu, mais bon. Donc copper c'est haussier, porté par les bonnes statistiques, bonnes, entre guillemets, convenables, statistiques chinoises convenables, en tout cas aux EAS demande du cuivre, la production industrielle qui sera annoncée jeudi en Chine, et qui donc influencera le cuivre, qui l'influencera tout simplement, et donc voilà, alors, personnellement le copper, je ne suis pas un grand spécialiste là-dessus, ce que je sais c'est qu'il est corrélé forcément aux pays industriels, parce que qui dit pays industriel, qui dit pays qui a besoin de cuivre, parce que les circuits imprimés, etc., enfin, tout ce qui est électronique, eh bien, a besoin de cuivre. Donc voilà, concrètement, là, quand on a un pays qui a besoin de cuivre pour produire, enfin, tout simplement quand on a un pays qui est un pays producteur, un grand pays de production industrielle, eh bien, on a une corrélation positive avec le cuivre. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je remarque, en fait, je notifie mes niveaux de support résistance. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible. Je fais ça vite fait pour pas prendre trop de temps. Voilà mes niveaux de support résistance mensuels, donc plus que les seuils psychologiques. Alors 2,5, bon là on n'a pas vraiment de seuil, hein. 2,6, 2,7. Voilà. Bon là en fait concrètement c'est bullish en daily comme on peut le voir. On a un pullback sur les 2,63. Ça peut être un niveau de support qui se paye. Après honnêtement, pour être honnête avec vous, l'analyse technique daily, journalière, on est à un début d'un rebond. Le cours qui casse le mode mobile à 50 jours, à 20 jours, le RSI qui casse 50, donc là d'un point de vue technique on est haussier. Après d'un point de vue fondamental, ce qu'on peut remarquer, c'est que le copper est quand même fortement corrélé à la devise chinoise. Si vous regardez le CNY, alors, où est-ce que je le trouve? On va mettre le CNH, tant pis. Je sais pas si... Alors le CNH, si on regarde sur une année, vous voyez que si on n'a pas de hausse de la devise chinoise, on n'a pas de hausse du cuivre. Donc voilà, après jusqu'à quand le CNH va augmenter, honnêtement, je ne sais pas, dans le sens que les indicateurs économiques chinoises sont comment dire, la croissance ralentit. Donc forcément, on a des investisseurs qui cherchent, qui investissent en Chine parce que c'était un pays émergent, qui maintenant devient de plus en plus développé et donc qui devient de moins en moins rentable euh, en tant qu'investissement. Donc forcément, la Chine devient de moins en moins attractive.
étant donné la hausse des conditions, les salaires, etc., etc. Donc maintenant la production se faisant de plus en plus, eh bien, au Kazakhstan, en Inde, Taïwan, dans les pays qui émergent, euh, Thaïlande, pardon, Taïwan, excusez-moi, dans les pays qui ont tout simplement une main-d'œuvre beaucoup moins chère que maintenant la Chine, où le salaire moyen a beaucoup augmenté. Et euh, donc voilà, la corrélation qu'il y a entre le cuivre et la Chine est de moins en moins fiable, mais elle l'est toujours. Maintenant, est-ce que les indicateurs économiques chinois vont continuer à progresser? Si oui, alors le cuivre augmente, sinon, eh bien le cuivre diminue, tout simplement. Donc là, avec Moody's qui a baissé la note chinoise, on a les investisseurs qui sont de plus en plus prudents quant à la Chine. On a les investisseurs qui se sont posés beaucoup de questions. Et, euh, et donc voilà, honnêtement, personnellement, le cuivre, je trouve ça assez risqué de l'acheter. Je préfère me contenter de l'or. Voilà, mais d'un point de vue technique, l'analyse technique, elle est haussière sur du court et moyen terme pour venir chercher les 2,68. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Aujourd'hui, alors 16 heures, on a un nouveau point de marché. C'est celui de Vincent Bois, analyste IG Daily FX. À 16 heures, donc c'est un webinaire spécial matières premières. Donc il vous parlera du cuivre plus en détail que moi, parce que honnêtement, je ne suis pas un expert dessus. Vous connaissez le chemin pour vous y inscrire. Vous avez juste aller sur le site DailyFX, on a une nouvelle page qui vous permet de voir les calendriers pour la semaine. Alors, vous allez dans calendrier, séminaire en ligne, et là vous voyez tous les séminaires pour la semaine et pour les semaines à venir. Et là vous voyez l'hebdomadaire des matières premières. Demain, on aura UAF qui va commencer. Donc 16 heures, vous inscrivez vos coordonnées, même si vous êtes inscrit à ce point de marché là, il faut vous inscrire à ce point de marché. En fait, c'est des séries. Donc vous avez juste besoin de vous inscrire une fois, par exemple, à, au aux préparations sciences européennes, donc vous êtes déjà inscrit parce que vous êtes dans ce webinaire, vous vous inscrivez une fois à l'hebdomadaire des matières premières, une fois au Forex à l'heure US de YouHave, et vous êtes inscrit pour tous les webinaires, pour le moment, parce qu'on va en ajouter des nouveaux, les webinaires éducatifs qui arriveront dans les prochains mois, à la rentrée normalement. Voilà, donc 16 heures, nouveau webinaire, je vous invite à y participer parce que ce sera très intéressant, et Vincent s'y connaît assez bien quand même sur les matières premières. Voilà, merci à vous pour votre attention. Excellente journée et on se retrouve sur le site DailyFX pour les analyses, etc., etc.